J'appelle à la tribune Séverine Mathieu. Séverine Mathieu est sociologue. Elle est directrice d'études à l'École pratique des hautes études, agrégée en sciences sociales. Depuis plusieurs années, elle travaille sur des questions concernant les familles et l'AMP, les religions et le poids de la transmission dans les familles. Elle est auteure de plusieurs articles et ouvrages, parmi lesquels « La transmission du judaïsme dans les couples mixtes » aux éditions de l'Atelier en 2009, et aussi « L'enfant des possibles » sous-titré « AMP, éthique, religion », ouvrage préfacé par notre René Friedman national, aux éditions de l'Atelier également. Et elle va nous parler de l'enfant du désir et du désir de transmettre, PMA et parentalité. Bonjour. Moi, je vais un petit peu m'éloigner de la question de la mémoire à proprement parler, puisque je vais vous parler plutôt d'une des fonctions de la mémoire, qui est la question de la transmission. Et ma question, c'est de savoir si la transmission, elle aussi, peut nous jouer des tours, si on veut reprendre le titre du colloque. Je commencerai par une anecdote issue de mes terrains d'observation. Donc Luc, j'ai changé évidemment tous les prénoms, avec sa femme attend d'un don d'embryon et explique ce qui motive son désir d'enfant. Je ressens, me dit-il, un besoin de transmission d'une histoire, de bien, d'être, d'humanité. J'ai besoin de ça. À mon sens, on ne peut pas vivre une vie et s'arrêter comme ça. Un enfant, c'est la transmission, c'est la poursuite de soi, de son histoire. Enfant du désir, désir de transmission, cette place du désir est, me semble-t-il, fondamentale dans les parcours d'assistance médicale à la procréation. Je m'appuierai sur René Friedman, effectivement, qui, dans un ouvrage, se demandait « Mais qu'est-ce que le désir d'enfant? Est-ce le dur désir de durer ?» Paul Éluard. Est-ce le désir d'être enceinte, d'assurer sa féminité, de prendre la place de la mère, de s'instituer en père? Est-ce pour soi, pour les parents, pour l'enfant? Y a-t-il un devoir d'enfant par rapport à la religion? Croissez, multipliez-vous. Par rapport à la famille, l'héritage? Y a-t-il un besoin d'enfant afin de juguler les 4 angoisses inhérentes à tout être humain selon la conception bouddhiste de la vie? L'angoisse d'être né, l'angoisse de vieillir, l'angoisse de tomber malade et finalement l'angoisse de mourir. On voit bien ici comment la notion de transmission, dont l'enfant désiré est la promesse et l'assurance, est tout à fait centrale dans ces questions. Donc comment, dans les parcours d'assistance médicale à la procréation, je dirais AMP ou PMA, désir d'enfant et désir de transmission se conjuguent-ils? Un petit mot juste sur la façon dont je travaille. Donc, je suis sociologue et j'effectue depuis plusieurs années des enquêtes de type ethnographique dans des services à la fois de biologie de la reproduction, dans des sécos et tout récemment dans des services d'accueil d'embryons, donc qui sont ces embryons surnuméraires issus de fécondation in vitro qui sont destinés à d'autres, qui sont donnés par des couples à d'autres couples. Donc c'est une enquête qui est menée dans des hôpitaux français exclusivement et donc je ne m'intéresse qu'aux couples concernés par la loi, donc des couples hétérosexuels, et je ne m'intéresse donc pas aux exclus de l'AMP, les femmes seules, les homosexuels ou des couples qui opteraient pour le double don. Donc ce que je voudrais d'abord me demander ici, c'est en quoi ce désir d'enfant est-il un impératif ? Tout d'abord, s'intéresser à ce désir d'enfant, c'est comprendre aussi ce qui fait famille aujourd'hui. Vous avez beaucoup de travaux de sciences sociales et tout d'abord d'histoire qui ont montré que la famille contemporaine est le produit d'un mouvement de privatisation où le sentiment, désormais, va occuper une place primordiale et où l'enfant devient un individu à part entière. Je vous renvoie aux travaux de Philippe Ariès ou Edward Shorter. Donc, dans ce contexte, on voit bien comment la famille constitue un espace de réalisation personnelle où les deux conjoints tentent de s'épanouir personnellement. Et le désir d'enfant va prendre forme alors au croisement des exigences de réalisation personnelle, des souhaits de consolidation du couple, du besoin de conformité au modèle culturel de fécondité, mais également aussi des volontés de transmission. Alors, je suis sociologue, mais bien évidemment, et surtout ici, je ne vais pas négliger l'apport de la psychanalyse qui s'intéresse en premier chef à ce désir d'enfant. Il est bien évident que ça n'est pas uniquement un construit social. Les facteurs psychiques ont bien entendu toute leur place dans l'élaboration de ce désir, notamment dans son ambivalence, pour reprendre une expression phare. Et donc, la parentalité est bel et bien un processus psychique. On ne naît pas parent, on le devient.
L'ambivalence du désir d'enfant surgit de ce projet d'un être autonome et du désir de porter et d'enfanter. Il n'y a pas toujours d'adéquation entre un désir de grossesse et le fait qu'elle donne lieu à une naissance. Et dans l'élaboration de ce désir, ce que je peux constater, moi, parmi les personnes que je rencontre, c'est que la place du désir de transmission est tout à fait importante. J'en veux pour preuve cette femme qui me dit « Au début, nous n'en voulions pas trop d'enfants. Et puis petit à petit, a germé en moi l'idée que j'avais envie de transmettre quelque chose, de laisser quelque chose de moi, de nous. » Donc qu'est-ce que c'est ? Qui est cet enfant du désir ? Donc je vous le disais, la famille, elle a évolué, donc notamment grâce au progrès en matière de contraception, mais aussi par la possibilité du recours à l'AMP. Aujourd'hui, les sociologues et les historiens s'accordent à le dire, le lien affectif qui va unir les parents et l'enfant est tout à fait central. Il y a donc une rupture consacrée, comme peut le remarquer Norbert Elias, entre une époque contemporaine où, je le cite, grâce à certains développements technologiques spécifiques, les parents peuvent décider s'ils souhaitent avoir des enfants et combien, et une époque antérieure où les parents ont souvent mis aveuglément des enfants au monde sans désir ni besoin d'en avoir un. C'est sans doute ce même constat qui permet d'ailleurs à Marcel Gauchet de stipuler que désormais l'enfant est 2 fois l'enfant du désir, il l'est socialement de par le statut qui lui est attribué et il l'est techniquement de par les conditions dans lesquelles il est conçu. À entendre les personnes que je rencontre en parcours d'AMP, il est aussi cet enfant, enfant du désir, désir de transmission. Ce désir d'enfant, il est souvent présenté comme une évidence, mais c'est également aussi ce que je vous disais, un construit social. Et dans ce contexte, il renvoie à des normes. Et à quelles normes renvoie-t-il ? C'est une des questions aussi que je me pose lorsqu'il s'agit du désir de transmission. Donc la première des normes de ce désir, ce que j'ai constaté, c'est que c'est la norme du sentiment. Et cette norme du sentiment, elle va influer sur la façon dont la transmission s'envisage. Selon eux, alors si j'écoute les soignants d'AMP, si je les écoute, ce qui va motiver les couples à franchir les portes d'un centre d'AMP, c'est précisément ce désir d'enfant. Et dans ce désir d'enfant, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est l'importance qui est accordée au sentiment amoureux. Et par exemple, dans les staffs où on discute de la possibilité ou non de faire accéder tel ou tel couple l'AMP, c'est un argument qu'il sera mobilisé. Une des questions posées est de savoir si ce couple est amoureux. Donc, cette question du lien amoureux, c'est quelque chose qui est aussi particulièrement mobilisé dans les consultations qui vont préluder à une insémination artificielle avec donneur. C'est ce désir d'enfant, fruit de l'amour du couple et désir de transmission des 2 protagonistes. C'est à ce désir d'enfant, donc, qui est à la fois fruit de cet amour du couple et du désir de transmission des 2 protagonistes, que vont s'en référer les médecins pour convaincre le futur père qu'il sera le véritable père, entre guillemets, de l'enfant à venir. Cet enfant, insiste un médecin lors d'une consultation, c'est vous 2 qui l'avez voulu, c'est le fruit de votre désir d'enfant, vous en êtes les parents. Donc être parent repose sur une relation d'amour, ce n'est pas quelque chose de génétique. Donc en inscrivant ce désir dans un projet conjugal et affectif, il devient l'assurance de la paternité. Donc pour cet enfant désiré, la transmission est alors possible. Donc comment se pense cette transmission ? Avoir des enfants, tout d'abord, c'est s'offrir l'éternité. Martin considère par exemple que c'est la spécificité de l'être humain. Faire un enfant, c'est transmettre la vie, la continuer. Quand nous disparaissons, nous laissons un peu de notre vie, un peu de nous avec notre descendance. Je vais profiter ici pour saluer la mémoire de Françoise Héritier qui expliquait qu'il semble qu'on puisse parler davantage d'un désir de descendance et d'un désir d'accomplissement plutôt que d'un désir d'enfant et de la nécessité d'accomplir un devoir envers soi-même et la collectivité plutôt que de la revendication d'un droit à posséder. Désir et devoir de descendance. Ne pas transmettre la vie, c'est arrêter là une chaîne dont nul n'est l'aboutissement ultime et c'est par ailleurs s'interdire l'accès au statut d'ancêtre. Transmettre est donc ici fondamental. Pourquoi ce désir d'enfant, se demande cette femme ? Pour voir un petit être grandir, pour l'aider à grandir, lui apprendre plein de choses.
Désirer un enfant, c'est également aussi s'inscrire dans une mémoire familiale. Et certaines des personnes que je rencontre relient aussi précisément ce désir d'enfant au fait que dans leur famille, il y a toujours eu beaucoup d'enfants et qu'en avoir est synonyme de richesse, de bons moments partagés. Cette femme me dit par exemple, ce désir vient sans doute aussi de ma propre famille. Mes parents ont beaucoup de frères et sœurs qui eux-mêmes ont beaucoup d'enfants. D'autres diront au contraire que ce n'est pas lié à leurs souvenirs d'enfance ou familiaux, mais bien plutôt lié à la rencontre avec la bonne personne, celle avec qui on a envie d'avoir des enfants sans qu'il soit question des parents. On voit là encore comment le désir d'enfant participe d'un mouvement d'ailleurs qui fait de l'épanouissement personnel un impératif. Ce désir va permettre de rompre avec des conceptions également naturalisantes de la parenté. Cette femme, par exemple, que j'ai appelée Myriam, après un long parcours infructueux en AMP, accepte de recourir au don d'embryons. Au départ, elle ne pouvait s'y résoudre car pour elle, l'enfant devait être issu de ses propres gènes. À mesure que les échecs se succèdent, elle met en avant la persistance de son désir d'enfant et franchit une à une les barrières qu'elle s'était fixées. Fécondation in vitro, don d'ovocytes pour accepter finalement le don d'embryon. Ce désir, je l'ai au fond de moi, dit-elle, mais si ça ne vient pas, j'en prends un, entre parenthèses d'embryon, et je suis sa mère. Ce qui compte ici, c'est ce que je vais lui transmettre, comment je vais l'éduquer. Au stade où j'en suis, savoir qu'il ne vient pas de moi n'est pas le problème. Désir d'enfant, désir de transmission sont ici donc tout à fait complémentaires pour asseoir ce recours à la PMA et tenter de devenir parent. La question que je me pose ensuite, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, du coup, dans ce contexte, des bons parents. Donc l'AMP permet une procréation sans processus naturel, sans sexualité. Le désir d'enfant, qui est donc culturel, genré également, je ne vais pas revenir, je n'ai pas le temps de m'appesantir ici sur cette question, renaturalisé, permet de mieux saisir comment va se définir la parenté et partant ce que l'on entend par transmission. La société avait établi que sexualité, procréation, alliance ou concubinage étaient liés pour donner lieu à la filiation. Avec la PMA, ce modèle traditionnel de la filiation doit être repensé. Et par conséquent, également, comment peut s'envisager la transmission? Comment, du coup, ceux qui pratiquent la PMA et ceux qui ont recours définissent-ils la filiation? Sur quoi s'opposent-ils? Sur quoi s'accordent-ils? Quelle représentation de la parenté souhaitent-ils transmettre? La filiation adoptive remettait déjà en cause ce modèle naturel de la filiation, mais la filiation pour l'AMP ne s'est pas construite en France sur ce modèle. Dans le cas de l'accueil d'embryons, donc qui est la dernière chose sur laquelle je travaille, les personnes rencontrées sont dans leur majorité ouvertes aux nouvelles configurations familiales. On voit ici comment, par ailleurs, la morale s'adapte à une situation personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces questions de transmettre des modèles parentaux, c'est que la plupart des donneurs que j'ai rencontrés ne seraient pas opposés à une exception près à ce que leurs embryons puissent être donnés à des couples de femmes homosexuelles. Lucien, candidat au don, explique « c'est du vivant. Et si c'est du vivant, il peut faire plaisir à un autre couple. Ce vivant, il peut faire plaisir à un autre couple. Il faut y aller. Je serais d'accord pour le donner à des femmes seules ou à des femmes homosexuelles en couple. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. » Alors les personnes qui sont, alors c'est un donneur d'embryon, les personnes en attente d'un embryon sont la plupart du temps favorables à cette ouverture, mais en établissant des priorités fondées notamment sur la rareté des embryons disponibles. Alors il y a une grande tolérance dans ces transmissions des nouvelles normes et de nouvelles façons d'envisager la parenté, mais cette tolérance, je n'ai pas le temps non plus là aussi de m'appesantir, ne doit pas masquer un attachement à des formes de parenté connues et reconnues. J'en viens donc maintenant à ma conclusion et je vous dirai tout simplement que les conceptions du désir d'enfant, telles qu'elles sont alors formulées par mes interlocuteurs, donnent à voir en retour les représentations qu'ils se font de la famille et de la parenté. Moteur du désir d'enfant, le souci de la transmission et transmettre, oui, certes, mais des valeurs qui vont témoigner des métamorphoses contemporaines du faire famille aujourd'hui, que tous, je le rappelle aussi, n'acceptent néanmoins pas. On peut également relever ici, dans cette question de la transmission de ce qui fait le parent, la mise en avant d'un désir d'enfant au masculin. Certes, du côté des patients en AMP, de nombreuses femmes,
mais aussi des hommes, soulignent qu'une femme ne le devient vraiment que lorsqu'elle a un enfant. Donc ils évoquent ainsi dans une forme d'essentialisation une consubstantialité entre un être féminin, un désir d'enfant et la maternité, au sens d'une corporéité, donc. Mais les hommes, pour leur part, qui associent plus souvent ce désir d'enfant à un désir de transmission, au souhait de laisser une descendance, et réaffirment certes la paternité du côté du social, néanmoins font état de considérations qu'on pourrait appeler également naturalisantes, avec ce que j'appelle par exemple le paternage, prendre soin physiquement de cet enfant. Les soignants, pour leur part, médecins, psychologues, sages-femmes ou assistantes sociales, insistent tous sur ce désir dans une représentation souvent genrée, mais face donc à ce processus d'assignation, il y a une autre façon de se représenter ce désir d'enfant. Donc, dans l'évocation de ce désir d'enfant peuvent donc apparaître d'autres façons de se représenter la paternité, où le souci de prendre soin peut s'exprimer, transmettre à cet enfant du désir des formes renouvelées de la parenté, tel est le défi de ses parents contemporains. Je vous remercie.